Bonjour à toutes et tous. C'est un livre très original qu'on va vous présenter aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il s'enracine dans les lignes et entre les lignes dans les conflits du Proche-Orient. Il est né d'une certaine manière de la guerre civile syrienne, mais en même temps il dépasse cette origine pour proposer une lecture globale de l'histoire du monde contemporain, à partir, vous le verrez si vous le lisez, d'une connaissance sans faille de l'histoire de la philosophie politique. Pas pour faire preuve d'érudition, évidemment, mais parce que le maintien de cette mémoire est la condition sine qua non d'une résistance. Sinon, c'est l'effondrement. L'effondrement intellectuel, mais aussi l'effondrement politique. Alors, c'est la raison pour laquelle on croise plein de gens qu'on connaît plus ou moins dans le livre. Marx et Engels, Renan, Derrida, Hannah Arendt, Elias, Furet, Kershaw, Nietzsche, Lukács, Gramsci, Tocqueville, Ibn Khaldoun, Machiavel, Howard Zinn, Todorov, Bourdieu et même Fukuyama, comme quoi il y en a pour tout le monde. Les trois mots qui figurent dans le titre, crise, violence et civilisation, décivilisation, mais donc civilisation, ils n'ont pas le même sens, je le dis tout de suite, sous la plume de Hamid Bouzarslan. Ce n'est pas les mots que vous lisez et comprenez d'habitude. Il les décrit, c'est une belle formule, je trouve, comme les angles morts de la cité qui mettent à rude épreuve sa rationalité. L'exemple le plus évident, c'est le concept de décivilisation. Alors là, qui pour le coup est un concept neuf de la période que nous vivons, qui est clairement inspiré du processus syrien, mais que l'auteur élargit bien au-delà et qu'il définit, je trouve très joliment, comme, je cite, l'impossibilité de se projeter dans l'avenir. Et il y a aussi beaucoup de termes comme ça qui sont repris ou réinventés ou inventés. État, gouvernement, révolte, révolution, nation, etc. Avant de laisser Hamid Bouzarslan présenter sa grille de lecture, je voudrais juste souligner ce qui est à mon avis une des qualités principales de ce livre, c'est le fait qu'il rejette à la fois, je dirais autant, la sous-estimation de la gravité de la phase actuelle de l'histoire, qu'une guerre entre les États-Unis et l'Iran pourrait rendre encore plus angoissante. Donc, refus de sous-estimer cette gravité, mais aussi refus du fatalisme, de la panique, du désespoir, très à la mode, ici ou là. Ça veut dire que la résistance ou la résilience, comme on dit depuis Cyrulnik, sont omniprésentes malgré une réelle fatigue sociale que Hamid Bouzarslan décèle notamment dans la retombée de la première vague des contestations arabes. Et pourtant, il n'y a rien là d'irréversible, comme le prouve, on en parlait la dernière fois, je crois, ce qui se passe en Algérie et au Soudan, qui sont des contre-exemples de la mort annoncée des révolutions arabes. On rêve de pouvoir un jour retrouver la jubilation de cet auteur anonyme que cite le livre et qui décrivait ainsi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je cite, « Fini la grande tuerie, fini l'horrible vision de la mort qui ramenait notre moderne civilisation à la barbarie antique, fini la science mise au service de la destruction systématique et brutale, fini la vie de termite qui ravalait l'homme à la bête et lui donnait un caractère farouche et sanguinaire. » Voilà une espérance qui relève encore un peu pour l'instant de la science-fiction, mais qui est présente dans le livre. Hamid Bouzarslan est évidemment extrêmement bien placé pour écrire tout cela. Il est docteur en histoire et en sciences politiques, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS. Il a également co-dirigé l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman.
entre 2002 et 2008, c'est ça. Et ses études actuelles portent sur la sociologie politique et historique du Moyen-Orient. Il est l'auteur de nombreux livres, on l'a déjà invité ici à l'IREMO, notamment une histoire de la Turquie, de l'Empire à nos jours, en 2015, une sociologie politique du Moyen-Orient, à la découverte en 2011, un livre sur le conflit kurde, le brasier oublié du Moyen-Orient, chez Autrement en 2009, et une histoire de la violence au Moyen-Orient, à la découverte en 2008. Donc, Hamid connaît les règles du jeu pour l'avoir déjà pratiqué, ici même. Il a 20 à 30 minutes pour introduire, en présentant un peu la démarche de son livre. Et puis après, ce sera à vous de le questionner, de le discuter, de le contester. Bref, tout ce que vous voudrez. Et je lui passe tout de suite la parole. Merci, cher Dominique, de cette présentation. Et merci à vous tous. C'est toujours un plaisir d'être ici. Donc, effectivement, pourquoi ce livre qui déjà était un peu dans ma tête depuis plusieurs années, mais de cette idée, je suis passé au processus de rédaction à la suite de 3 processus qui me paraissent complémentaires. En premier lieu, voilà, effectivement, ce qui se passe dans le monde arabe, comment expliquer cette destruction de la société syrienne, mais la Syrie n'est pas le seul cas. On a vraiment l'impression d'être en face d'une guerre civile de 40 ans au Moyen-Orient, comme on a pu parler de la guerre du Péloponnèse ou de la guerre des 30 ans. Et on observe effectivement que dans pas mal d'endroits dans le monde musulman, le Léviathan a laissé la place à Behemoth. Vous connaissez la distinction entre le Léviathan et le Behemoth. Léviathan surplombe la société pour pouvoir mieux assurer sa survie, alors que le Behemoth surplombe la société pour le détruire. Donc, cela est le premier facteur. Un deuxième facteur qui est intervenu, un deuxième processus qui est complémentaire à mes yeux, c'est l'émergence de nouveaux types de régimes antidémocratiques dans plusieurs pays, notamment en Iran, la Turquie, en Turquie et en Russie, les pays sur lesquels, pour des raisons multiples, je travaille pas mal. Et je crois qu'effectivement, on ne sait même pas comment définir ces États, ces régimes. On parle de démocratie illibérale, de l'autoritarisme démocratique, on parle effectivement d'un nouvel autoritarisme. Et c'est vrai que cette confusion en soi, confusion conceptuelle est en soi assez heuristique. On ne sait pas comment définir ces régimes qui se présentent comme des alternatives radicales et nationales et viriles. Cela est très important, le terme de la virilité intervient constamment dans leur discours. Donc, comme des alternatives radicales, nationales et viriles contre les démocraties libérales corrompues, efféminées et vouées au déclin. Ces régimes-là se présentent comme des régimes de revanche, autrement dit, lisent leur histoire comme une histoire à la fois de grandeur, mais aussi de déclin, rendent leur propre intelligence responsable de ce déclin, et se pensent comme des revanches sur l'histoire, en premier lieu en termes militaires, voilà, effectivement, là aussi contre les démocraties, mais en deuxième lieu proposent la restauration de la nation dans sa pureté ontologique, ce projet de restauration à la fois nationale et ontologique s'impose de manière extrêmement évidente. Et une partie de ces régimes-là, la Turquie n'a pas beaucoup de popularité aujourd'hui en Europe, mais quand vous regardez la Russie, beaucoup de gens, y compris au sein de la gauche, saluent le régime poutinien finalement comme un modèle pour les démocraties. Et puis, un troisième processus qui est en cours depuis quand même pas mal de temps, mais qui est arrivé à son acmé avec l'élection de Trump et le processus de Brexit. Et dans les deux cas, on est vraiment en face de la victoire du mensonge. Et Kant définissait le mensonge comme le plus grand crime de l'homme contre lui-même. Et comment ça se fait qu'effectivement le mensonge a pu payer? Et pour comprendre ces phénomènes-là, il m'a paru nécessaire de passer par des comparaisons historiques. Des comparaisons historiques, bien entendu, je suis historien, je sais qu'il faudrait se méfier énormément des comparaisons faciles. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'on est dans la période des années 1920-30. Je ne suis pas du tout de cet avis-là, parce que la Première Guerre mondiale avait été une telle destruction et une telle destruction de la civilisation
en Europe. Je reviendrai peut-être sur le terme de la civilisation que je comprends vraiment comme un phénomène unique et global. Et donc la Première Guerre mondiale avait détruit effectivement la civilisation bourgeoise telle qu'elle existait dans l'espace européen. Mais François Furet disait que la Première Guerre mondiale n'avait pas seulement détruit la civilisation bourgeoise, mais aussi son seul alternative qui aurait pu être la civilisation prolétarienne, ça veut dire un socialisme non militarisé. Car la bourgeoisie avait trahi à ses propres valeurs, mais le prolétariat, en adoptant aussi une posture guerrière, avait trahi ses propres valeurs. Donc la comparaison ne me paraît pas évidente. Et en même temps, j'ai l'impression que les trois notions qui sont analysées dans ce livre, la crise, la violence et la décivilisation, sont des angles morts de la cité. Se sont imposés comme des angles morts de la cité dans les années 1920 et 30. On interpellait énormément de penseurs, mais aussi d'une manière générale des politiques, des intellectuels, des artistes. Et donc, j'essaie d'analyser ces angles morts de la cité. La cité étant entendue au sens vraiment Aristote du terme, ça veut dire comme une société plurielle, complexe, conflictuelle, basée à la fois sur le principe de consensus pour se doter d'une identité et sur le principe de dissensus pour institutionnaliser, légitimer et résoudre ces conflits. Pourquoi la crise ? En principe, je crois que là, il y a pratiquement une unanimité, et Hannah Arendt le souligne très très clairement. Une crise peut être une très grande chance pour une société pour interroger son passé, évaluer son présent et se projeter dans l'avenir à partir des repères radicalement différents. Mais on observe aussi que dans pas mal de cas, la crise ne débouche pas sur un renouvellement, mais au contraire sur la destruction, sur la dictature, ou alors, comme on peut l'observer très clairement à partir de 2008, sur l'imposition de la fatalité comme la condition humaine même, comme s'il n'y avait pas d'autre choix, par exemple, par rapport au néolibéralisme, comme si le néolibéralisme devait devenir la condition humaine. D'accord. Devenir la condition humaine d'une manière générale. Donc, la crise, qui devait être par ce biais-là une chance, devient effectivement une malchance dans pas mal de cas. La question de la violence. Je discute longuement de cette question dans le livre. J'estime que la violence n'a pas sa place dans la société démocratique, et cela tant que la société reste démocratique, ça veut dire offre la possibilité d'autres modes de contestation pacifiques. Mais il est aussi vrai que dans certains cas, la violence s'impose de manière absolument légitime. On l'a vu à travers énormément de guerres de libération, y compris en France, la résistance. La violence de la résistance était une violence à la fois légitime et à mes yeux nécessaire. Il n'en reste pas moins que la violence peut déboucher aussi sur la tyrannie. Et ce n'est pas du tout par hasard que trois auteurs très distincts, de trois périodes très différentes, Aristote, Victor Hugo et Stefan Zweig, expliquent que la violence des opprimés peut également déboucher sur la victoire des opprimés, se transformant en une tyrannie encore pire que celle qu'elle a combattue. Et donc, du coup, la question c'est comment analyser la violence et surtout comment faire de sorte que la contestation des opprimés ne débouche pas sur de nouvelles formes de dictature. Et la question de la civilisation. Je lis la civilisation telle qu'Ibn Khaldoun la lisait, ou telle que les Lumières le définissaient. La civilisation ne se décline pas en civilisation particulière. Pour les Lumières, il n'y a pas de civilisation anglaise, française, allemande. Pour Ibn Khaldoun, il n'y a pas de civilisation musulmane en tant que telle. La civilisation, c'est un état, c'est une condition, c'est le dépassement des frontières. Et quand on regarde les Lumières, pour parler pour parler effectivement des entités particulières, les Lumières utilisaient le terme de nation, mais pour parler de ceux qui dépassaient les frontières nationales, qui effectivement permettaient de créer un universel, une condition universelle, elles utilisaient le terme de civilisation. Et c'est vrai que notre civilisation a toujours été critiquée. Cela est évident à la fin du 19e siècle. Dans les années 20 et 30, on annonce sa chute.
Aujourd'hui, vous connaissez tous la littérature catastrophiste ou la littérature que j'ai décrite comme décliniste, hein, le déclin de la civilisation occidentale. Je rejette, disons, tous ces peurs et ces paniques, et j'insiste sur le fait que la critique de la civilisation peut déboucher aussi sur sa destruction. Entrer dans une phase de décivilisation. La phase de décivilisation, c'est ce moment où vous n'avez plus de repères, de confiance, ni dans le temps, ni dans l'espace, que le temps est fragmenté, que le passé ne vous apporte plus des ressources ni de fierté, mais encore moins peut-être de ressources de résistance, et que l'avenir vous paraît absolument obscurci, limité à quelques heures. Et pour vous donner un exemple de cette situation de décivilisation, tu l'as mentionné, cher Dominique, hein, le cas syrien. En Syrie, en 2012-2013... Je te donne 5 minutes de plus. D'accord. Tu parles plus lentement. D'accord. Oh, pardon, oui. D'accord. Hein. Donc voilà, je vais essayer de parler un peu plus lentement. Voilà. Donc vous voyez, j'ai essayé d'économiser le temps, donc mais on a du temps. Donc, effectivement, pour comprendre qu'est-ce que c'est la décivilisation, il faudrait peut-être se référer à la Syrie. En 2012-2013, en Syrie, il y avait 1200 milices. 1200 milices, cela signifie tout simplement que l'espace avait été fragmenté en 1200, mais que le temps était aussi fragmenté en 1200. Ça veut dire que les Syriens n'avaient plus aucune capacité de faire confiance dans le temps et dans l'espace. Et une société qui ne peut pas faire confiance, avoir confiance dans le temps et dans l'espace, cesse d'être une société. Et donc voilà, ces trois thèmes, crise, violence, avec les risques que cela comporte, la civilisation et avec les risques de sa disparition. Quelle peut être la solution face à cette situation? La solution n'est définitivement pas l'immobilité ni le fatalisme. On ne peut absolument pas imaginer une société démocratique qui rejette la radicalité, sachant qu'il y a une différence très nette entre la radicalité et la violence. Chaque étape de transformation de nos sociétés ont résulté des contestations plus ou moins radicales des femmes, des jeunes, des minorités, soit ethniques, soit religieuses, soit sexuelles. Prenez par exemple les années 60-70, hein, si l'Europe a connu une réelle transformation durant ces périodes-là, c'est parce qu'il y avait effectivement des forces de contestation qui avaient été capables d'abord de déclencher effectivement un processus de transformation et ensuite donner lieu à des transformations en termes juridiques. Et souvent, je le dis, si quelqu'un comme Willy Brandt, Olof Palme ou Bruno Kreisky apparaissaient aujourd'hui dans l'espace européen, on les traiterait de dangereux gauchistes, alors qu'à l'époque, ils n'étaient que des sociodémocrates, mais en même temps des sociodémocrates qui étaient capables de prendre acte des transformations que les marges de leur société apportaient. Donc, l'immobilité ne peut pas être une solution. Mais pour comprendre aussi la solution, je me suis dit qu'il était nécessaire de passer par l'histoire. Quelles en étaient les phases où la cité s'est trouvée effectivement bloquée et quelles en étaient les phases, au contraire, où la cité pouvait être en mesure de se transformer. Donc, partir par l'histoire, le recours par les sciences sociales, tout en reconnaissant leurs limites, le recours par la pensée politique, là aussi tout en reconnaissant ses limites, et parvenir à cette idée qu'à un moment donné, pour comprendre ce qui se passe dans notre monde, mais ce qui s'est passé aussi dans notre monde au 19e, 20e siècle, il ne faut pas un livre de sciences sociales, mais un essai. Le livre est un peu ardu, je le reconnais, et en même temps, la distinction entre un livre de sciences sociales et un essai est importante, parce qu'un livre de sciences sociales exige ce qu'on appelle une distance axiologique, une neutralité par rapport à l'objet, alors que ce livre-là adopte à la fois une distance axiologique, mais aussi appelle à l'engagement. C'est un livre qui est très clairement engagé. C'est un livre qui est engagé parce que on peut certes faire une analyse très froide de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie.
Cette analyse froide est peut-être même nécessaire, mais est-ce qu'en tant que citoyen, je peux me contenter d'une analyse froide de cette société qui disparaît sous nos yeux? Ce n'est pas uniquement telle ou telle force qui disparaît, c'est la société elle-même qui disparaît. Est-ce que je peux me contenter de proposer une lecture du conflit syrien qui n'impliquerait pas de jugement, qui ne dirait pas qui étaient les responsables ou les coupables de cette évolution, en interne, mais aussi en externe? De la même manière, je peux proposer, et ça m'arrive de le faire, une analyse très froide du régime d'Erdogan en Turquie, et en même temps, comment réagir froidement par rapport à ce régime, comme si, effectivement, on analysait un objet, une sorte de régime dictatorial, une tyrannie dans la Grèce antique. Plus innocent, la crise de 2008. J'ai beaucoup insisté sur la crise de 2008 dans ce livre, où on s'est trouvé effectivement totalement victime de nos propres aveuglements, alors qu'on savait depuis 2003 ou 2004 que la crise allait éclater, que le modèle qui avait été adopté après 1979-1980, donc bien avant ce qu'on appelle la globalisation, ce modèle néolibéral allait inévitablement provoquer une crise majeure avec des conséquences économiques, mais aussi sociales considérables sur des centaines de millions de personnes. Vous voyez, la guerre syrienne ou la crise de 2008 ne sont pas du tout de la même, de la même gravité, en tout cas concernant les vies humaines, et il n'en reste pas moins qu'il y a cette question de est-ce qu'on peut analyser cette crise ou cette situation en restant dans une neutralité axiologique parfaite. Ou je dirais même récemment le Brexit, quand vous voyez aujourd'hui la situation tragique et comique de cette grande démocratie qui s'appelle la Grande-Bretagne, vous vous dites effectivement comment on a pu en arriver là. Donc, un parcours qui couvre le XXe siècle et un parcours qui finalement invite aussi à renouer peut-être avec les Lumières. Renouer avec les Lumières, je le dis dans le livre, j'ai peut-être une admiration particulière, chaque historien a une admiration pour une période. Pour le XVIIIe siècle, c'est qu'il ne veut pas du tout dire que je suis aveugle sur les crimes du XVIIIe siècle, sur l'esclavage, sur l'expansion coloniale qui est déjà là, mais en même temps, j'ai l'impression que effectivement, ce siècle a aussi porté en lui les Lumières avec leurs limitations. Les Lumières ne parlent pas de la question féminine, les Lumières évoquent très peu la question raciale, la question de couleur. Mais si je dis qu'effectivement, peut-être qu'il faut à un moment donné renouer avec les Lumières, l'une des raisons est aussi que les Lumières offraient la capacité de critiquer le pouvoir et les rapports de pouvoir, de critiquer la société et les rapports sociaux. Très souvent, on pense qu'il ne faut jamais critiquer la société qui serait toujours pure, le peuple qui serait toujours pur, etc. Les Lumières, au contraire, insistaient sur la nécessité d'analyser aussi le social à partir d'un regard critique. La religion, les Lumières n'étaient pas anti-religieuses, mais en même temps étaient aussi une invitation à la critique de la religion, des institutions religieuses, de l'intériorisation des normes d'orthopraxie religieuse. Et finalement, je dirais que les Lumières permettaient aussi leur propre critique, et donc de leur propre dépassement. Je crois qu'effectivement, contrairement à des lectures téléologiques qu'on peut trouver au XXe siècle. Et là intervient par exemple la lecture d'Ernest Renan, de Norbert Elias, mais aussi de Fukuyama. C'est pour ça qu'effectivement j'ai mentionné Fukuyama dans le livre, contrairement à ces lectures totalement téléologiques qui prévoient un avenir finalement assez unifié, libéral et unique à l'humanité. Les Lumières étaient dans l'incertitude en même temps et permettaient par cette incertitude même leur propre critique. Le 19e et le 20e siècle, je crois qu'on
on était des siècles aussi de l'anti-lumière, ou des siècles de l'anti-lumière. Bien sûr que ce 19e et ce 20e siècle, on était aussi des siècles de créativité intellectuelle, créativité scientifique. Il n'en reste pas moins que quand on regarde le bilan de ce siècle, ce bilan est extrêmement sombre. Les Lumières étaient la capacité de se critiquer, de se dépasser, de se renouveler. Le 19e et le 20e siècle, au contraire, on était des siècles de certitude, la certitude de race, la certitude de classe, la certitude de religion. Et c'est là qu'interviennent effectivement le cas de l'Union soviétique, le cas de l'Allemagne nazie, le cas de l'Iran des mollahs. Donc le siècle de la certitude, le siècle chiastique sur lequel je reviendrai, donc est plus les réalités, plus la complexité à résister à cette certitude, plus le recours à la violence a été inévitable. Donc un bilan sombre de notre passé, un cri. Mais en même temps, le propos de cet ouvrage, c'est aussi de transformer ce cri en un appel. En un appel. En un appel d'abord à la rationalité. Et là, je crois aussi que les Lumières interviennent. Quand je parle de la rationalité, je ne pense absolument pas qu'il ne faut pas critiquer la rationalité d'une période. On sait que la rationalité d'une période peut être la rationalité de la domination masculine, de ségrégation de race, de domination de classe. Donc, de ce point de vue-là, je crois que la rationalité elle-même ne se soustrait pas à la critique, mais en même temps, on ne peut procéder à une critique de la rationalité qu'à partir de la raison, autrement dit, à partir d'une raison transformatrice, à partir d'une raison qui refuse la simplicité, à partir d'une raison qui refuse le recours au mythe, comme par exemple le mythe de la race. Et quand vous regardez la période d'entre les deux guerres, que ce soit Thomas Mann, que ce soit Ernest Cassirer ou Ernest Bloch, ils ont tous été impressionnés par le fait que les expériences politiques en cours détruisaient la notion même de la raison. La raison, entendue comme la raison critique, devenait tout simplement impassible. Devenait impassible par la brutalité. La violence simplifiée. La violence simplifiée en détruisant la raison. Et on sait aussi que cela a existé ou peut exister aujourd'hui encore dans pas mal d'endroits. Si vous prenez par exemple l'histoire du djihadisme, le djihadisme consiste à détruire la complexité dans l'islam. Alors que durant des siècles et des siècles, les oulémas de l'islam avaient essayé de complexifier les notions pour les rendre moins explosives en quelque sorte, eh bien, la violence djihadiste aujourd'hui peut tout à fait envisager ou se permettre de simplifier les notions, comme la notion de martyr par exemple, ou la notion de djihad. Donc, le cri qui deviendrait un appel, ce serait d'abord un appel à la rationalité critique, à une raison critique, à une raison qui s'expose, qui permet sa propre critique, une raison qui permet son propre dépassement, mais qui en même temps tient à la complexité et refuse la simplicité. Un cri qui devient un appel, c'est aussi un appel à la rationalité, à la responsabilité, à la notion de responsabilité. Je me suis rendu compte en écrivant ce livre combien en philosophie, je ne suis pas du tout philosophe, je n'ai jamais eu de formation de philosophe, mais combien en philosophie, depuis Aristote, on insiste lourdement sur la notion de la responsabilité, on ne pose la question de la liberté qu'en rapport avec la responsabilité. Il ne peut y avoir de liberté sans que, parallèlement, il y ait la responsabilité. Et combien, désormais, depuis des décennies sans doute, mais peut-être plus loin encore, on ne parle plus de la question de la responsabilité. On n'évoque pas la question de la responsabilité. Je donnerai plusieurs cas. Le comité Union et Progrès en Turquie, dans l'Empire ottoman, qui a dirigé le pays de 1908 à 1918, qui est entré dans la Première Guerre mondiale de son propre chef, qui a détruit l'Empire, après avoir réalisé un génocide, sans doute l'un des plus importants génocides du XXe siècle. Eh bien, quand vous lisez les mémoires de responsables de ce comité Union et Progrès, ils évoquent le destin.
la roue de la fortune. Nous avions la bonne volonté, nous avions une mission historique, notre génération est pure, et en même temps, la roue de la fortune en a décidé autrement. En 1944, à la fin de 1944, Hitler explique que si les Allemands devaient perdre la guerre, cela signifierait qu'ils sont beaucoup trop faibles pour gagner la lutte pour la survie. À aucun moment, Hitler ne se pose la question de est-ce qu'on a commis une faute. Je peux vous citer encore d'autres exemples, des officiers de l'Amérique latine qui ont participé à des tortures, ou les membres de services secrets de l'Europe de l'Est. Chaque fois, ils se sont présentés comme des vraies victimes, et non pas leur chef. Et vous vous rappelez de cette image de Apocalypse Now, avec le colonel Kurtz dans la jungle, Marlon Brando déjà, qui est déjà crépusculaire, et qui dit « Vous pouvez me tuer, mais vous n'avez pas le droit de me juger ». Et dans ce livre, je dis « Non, on n'a certainement pas le droit de le tuer, d'autant plus que je suis absolument résolument contre la peine de mort, mais on a le droit de lui évoquer la question, d'évoquer auprès de lui la question de la responsabilité et de le juger. » Juger quelqu'un, évoquer la question de la responsabilité ne signifie pas, bien entendu, d'envoyer les gens en prison ou de faire dent pour dent. Thomas Mann disait en 1944, pour que la justice soit faite, il faut qu'on fusille 1 million d'Allemands, mais si on fusille 1 million d'Allemands, nous n'aurons plus de différence avec les nazis. Donc la responsabilité ne signifie absolument pas la revanche ou la vengeance, mais de poser la question de l'action. De dire très clairement que les auteurs sont des acteurs et non pas des actants. Acteurs, ça veut dire qu'ils s'engagent dans une action, qui entreprennent une action, et pas des actants, ça veut dire accomplissant une mission qui leur viendrait du ciel ou de l'histoire. Aujourd'hui encore, cette question me paraît extrêmement importante, surtout lorsque vous entendez Poutine, Khamenei et Erdogan évoquer d'une même voix que leurs nations ont une mission historique et qui sont chargées par l'histoire d'accomplir cette mission. Cela signifie tout simplement qu'ils refusent d'assumer la responsabilité de leur acte, puisque celui qui commande cet acte, ce n'est pas eux, ce n'est même pas Dieu, mais tout simplement l'histoire. En troisième lieu, transformer le cri en appel signifie d'accepter, d'admettre la dimension de la complexité dans nos sociétés, mais aussi dans toute société. Cela signifie le rejet de chiliasme. Le chiliasme, cette idée que le monde est mal fait et que le monde doit être transformé par notre seule volonté. Et le sociologue allemand des années 1920, Karl Mannheim, qui a défini cette notion de chiliasme, insistait sur la lutte entre deux dieux grecs, Kairos et Chronos. Chronos, c'est le dieu du temps institué, de l'histoire. Kairos, c'est le dieu de la volonté et de l'opportunité. Et c'est parce qu'on a voulu détruire le temps institué par la seule volonté qu'on a pu aussi justifier énormément de crimes. Ainsi, un démographe qui n'a pas encore 40 ans en 1938-39 estime que le temps est venu de corriger les erreurs démographiques du dernier millénaire en Europe. Autrement dit, le millénaire est fautif et c'est à lui, le démographe Séraphine, de corriger ses erreurs en éliminant la moitié des Slaves. Donc vous voyez, effectivement, quand je parle de chiliasme, ça peut aller infiniment plus loin. Et si vous prenez, par exemple, la guerre Iran-Irak et la détermination de Saddam Hussein d'abord, par la suite la détermination de Khomeini, c'est l'une des guerres les plus meurtrières. Et bien là, vous avez effectivement cette idée que l'histoire est mal faite et que l'histoire doit être corrigée.
Et ce discours est encore actuel en Turquie. Pour Erdogan, la Première Guerre mondiale n'est pas terminée. Les batailles décisives seront encore à venir. Dans le discours iranien, on insiste de plus en plus sur le fait que le temps est venu de prendre la revanche de la Qadisiyya, la bataille de 638. Ça veut dire que l'histoire postérieure est une histoire qui a été mal pensée, mal faite. Et Poutine nous rappelle que le siège de Moscou n'est pas terminé, 1612, où les Polonais ont eu la très mauvaise idée, effectivement, d'occuper une partie de ce qui est la Russie d'aujourd'hui, et qui n'était certainement pas la Russie de l'époque. Donc, la dimension de complexité signifie tout simplement de prendre acte de l'histoire, non pas pour en subir les conséquences, mais pour savoir qu'effectivement, l'histoire peut se transformer par l'action collective, par le consensus et le dissensus, par l'agentivité telle qu'on peut le dire en sociologie, par cette capacité effectivement des acteurs de contester mais aussi de s'entendre, de mettre en place simultanément le dissensus et le consensus, de légitimer le conflit mais de séparer le conflit de la violence. Et de la même manière, de refuser cette idée de l'ami et de l'ennemi comme constitutif du politique. On est impressionné de voir combien, y compris parmi certains penseurs de gauche, il y en a qui pensent que Carl Schmitt peut nous permettre de redéfinir la politique. Et pour Carl Schmitt, la politique, ou plutôt le politique, se basait sur le couple ami-ennemi. Et prendre en considération la complexité du monde signifie aussi de reconnaître, une fois pour toutes, que les humains ne sont pas des œufs et que la société n'est pas une omelette. Qu'on est dans une autre logique dès qu'on est en face de la société. Et donc, je crois que ce troisième point me paraît très important aussi, mais il y a encore un quatrième point qui est aussi la condition de transformer le cri en un appel, c'est de croire en nos ressources. Nos démocraties ne sont pas mortes. Nos démocraties ne sont pas destinées à disparaître. Ailleurs, la démocratie n'est pas nécessairement une utopie. La démocratie, c'est le seul système qui se soumet à sa propre critique, mais aussi qui se renouvelle par ses propres déchirures, par ses propres lignes de faille, par ses propres contestations. Il y a, en 1944 encore, la France était démocratique, bien sûr, après la libération. Mais les femmes étaient exclues. Or, aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer une démocratie française qui exclurait les femmes de l'espace politique. Il y a encore 30 ans, dans pas mal de sociétés européennes, c'était l'homosexualité qui était, sinon interdite, du moins moralement mal vue. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas du tout discuter de cette question comme vous discutez il y a 30 ans. Cela est vrai pour les minorités ethniques aussi, pour énormément de choses, le statut de l'enfant. Il y a 40 ans, il n'était absolument pas interdit de frapper son enfant. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une société démocratique où cela relèverait des droits des parents. Donc, une société démocratique est une société qui se renouvelle par ses propres déchirures, par ses propres contestations, par la critique elle est capable de s'adresser à elle-même. La question, c'est de savoir comment on peut transformer ce vouloir vivre démocratique en pouvoir vivre démocratique. Et c'est là que la question de la rationalité intervient, mais aussi de la citoyenneté intervient. Est-ce qu'on peut envisager une société démocratique sans la citoyenneté démocratique? Ça veut dire une citoyenneté active, une citoyenneté critique, une citoyenneté, on ne vote pas pour le Brexit parce que la chance nous est donnée de voter pour le Brexit. Une citoyenneté qui pense le passé, mais en même temps aussi qui se projette dans l'avenir de manière critique. La critique du passé ne peut pas cesser au seuil du présent et on ne peut pas penser l'avenir sans avoir une vision complexe et critique. Et donc le livre est un cri, le pessimisme de la situation, comme dirait Gramsci, le communiste italien des années 1920, mais devient aussi un appel, ça veut dire l'optimisme de la volonté. Merci beaucoup.
J'ai 3 milliards de questions, mais je vais d'abord écouter les vôtres. Vous savez évidemment qu'il faut attendre le micro pour que la vidéo qui va reproduire cette rencontre puisse être compréhensible pour ceux qui la verront. Évidemment, j'adhère complètement à l'idée de s'inspirer du siècle des Lumières et des valeurs de rationalité et responsabilité qui existaient et qui se sont exprimées dans la région là-bas. Ma question est, l'espace politique qui a été pensé à ce moment-là dans la région était une sorte d'espace politique d'Empire ottoman inversé, qui serait démocratique, car Iras Ferreros et d'autres ont pensé à ça. Mais donc le siècle des Lumières à l'époque était pensé pour un espace politique qui n'était pas tout à fait celui qui s'est dégagé au XIXe siècle. Comment faites-vous pour, à la fois, et je suis très intéressé, de savoir comment vous arrivez à concilier cette tension qu'il y a dans la pensée des siècles Lumière, dans cet espace politique-là, et je ne parle pas de Montesquieu simplement, je parle de ceux qui se sont inspirés de Montesquieu dans la région, ou qui se sont inspirés des constitutions de la France de l'époque, pour essayer d'inverser l'Empire ottoman et d'en faire un espace démocratique, social, etc., citoyen, curieusement. Et il y avait effectivement cette pensée à ce moment-là. Sauf que, à ce moment-là, ceux qui l'ont pensé n'ont pas vu venir les nationalismes du XIXe siècle. Ma question est donc la suivante. Comment faites-vous, vous, en vous inspirant de ces mêmes principes, alors même que nous sommes au XXIe et que nous avons traversé ces nationalismes aigus, quel espace politique est-il capable d'intégrer ces principes que vous, avec notre accord évidemment, mettez en valeur? Merci. Tu veux répondre? Oui, à plusieurs. Non, je peux pas plusieurs. Plusieurs. Alors, d'autres questions? Oui, bonjour, merci pour cet exposé très riche et intéressant. Moi, je mettrais, disons, une autre dimension en avant. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes plus maintenant dirigés vraiment par le politique. On le sait, il y a eu il n'y a pas longtemps des articles dans Le Monde, mais sans même Le Monde, on s'en aperçoit. C'est le côté économique, le côté informatique, les évolutions climatiques, qui en fait interviennent considérablement sur, disons, le système politique. On le sait très bien que maintenant, les grands groupes jouent au niveau mondial, au-delà même du Proche-Orient et du Moyen-Orient, si vous voulez, un rôle fondamental. Et donc, je pense qu'en fait, un angle intéressant serait d'associer toute votre recherche à ces nouvelles dimensions qui sont tout de même tout à fait spécifiques du XXIe siècle. Merci. D'autres, encore une question peut-être, pour faire un tout? Oui. Ça rejoint un petit peu ce que dit Mesdames, c'est-à-dire, vous avez dit tout à l'heure que le développement on savait que le développement du néolibéralisme allait provoquer des catastrophes, mais comment dire, on constate la catastrophe, mais jamais on critique le néolibéralisme. Je veux dire, actuellement, même les Gilets jaunes, je veux dire, ils critiquent le gouvernement, mais pas le capital, ou les entreprises, enfin bref. Encore d'autres? Oui, si on peut prendre encore. Oui. Monique? Bon, j'avoue que j'ai été souvent noyée et dépassée, donc j'ai un peu de mal à poser une question, mais il y a quand même l'idée que je suis frappée par le fait que tous ceux qui attaquent les Lumières, la démocratie, la civilisation, le font en utilisant les instruments techniques, toutes les technologies créées grâce à ces systèmes. Je suis frappée par le fait que on utilise l'informatique, enfin toutes les sciences, en n'ayant jamais un esprit, en refusant le sens même de la recherche scientifique. Est-ce que vous pourriez évoquer cet aspect des choses? Donc voilà, peut-être que je réponds à ces 4 questions. Donc concernant la question de la lumière, ma réponse serait peut-être double. En premier lieu, c'est vrai qu'effectivement, les Lumières pensent l'Empire ottoman et la Chine, beaucoup la Chine, comme l'anti-Europe.
l'anti-Europe parce qu'effectivement, il y a un aspect assez utopique dedans, il y a un aspect d'exotisme, il y a un aspect aussi, bon, dans la mesure où on ne peut pas nécessairement critiquer le pouvoir et le social tel qu'on le souhaite, on crée effectivement une sorte de modèle utopique qui serait beaucoup plus égalitaire. Donc, après, sur la question du fond, vous avez tout à fait raison. Mais je dirais qu'il y a peut-être deux moments qui sont très, très importants à prendre en considération. Et d'ailleurs, les Lumières sont aussi bien en réaction au premier de ces moments, la guerre de 30 ans qui a quand même traumatisé l'Europe et qui a créé cet espace westphalien. Cet espace westphalien, ça veut dire que potentiellement la tyrannie en interne et la capacité de faire la guerre légitimement en externe. Donc, du coup, la guerre voilà, effectivement, finalement, c'était des protagonistes de la guerre de 30 ans qui ont gagné. Et ce n'est pas du tout par hasard que Voltaire dit, effectivement, bon, s'il n'y avait pas la paix de Westphalie, la moitié de l'Allemagne, ça deviendrait juste un cimetière. Et durant cette guerre-là, cette guerre de 30 ans, qui n'a pas existé en réalité, c'était toute une série de guerres, la moitié de la population allemande a disparu. Donc je crois qu'effectivement, il y avait déjà ce moment d'extrême brutalisation dans l'histoire européenne, sans lequel on ne peut pas comprendre pourquoi les États ont été reconnus comme des entités légitimes de guerre, y compris par la suite de la guerre nationale. Et ce n'est pas du tout par hasard que Bertrand Badi, qui était l'un de mes enseignants et qui est connu de cette maison, expliquait que les traités de Westphalie ont effectivement ont fini avec l'idéal impérial qui était encore présent jusqu'à ce moment-là en Europe. Et puis le deuxième moment, effectivement, vous avez insisté, c'est la fin du 19e siècle. La fin du 19e siècle, avec à la fois cette avancée scientifique, cette corruption de la science, cette mythification, ce mariage entre le mythe, ce qu'on appelait la révolution mythique, le mythe et la science, et ça rejoint un peu votre question, cette idée que les sociétés, que les États ne sont pas les seules entités, que les nations sont des espèces en guerre, que le monde humain est géré de la même manière que le monde zoologique ou biologique, botanique, darwinien. Et donc, à partir de ce moment-là, on passe à un niveau qui est vraiment un niveau totalement différent. Du coup, il ne s'agit pas uniquement de l'État qui est en guerre contre un autre État, légitimement, mais c'est des nations, des races par la suite qui seront en guerre. Et de là, arriver à ce que Goebbels disait, les guerres de race n'ont jamais été que des guerres d'anéantissement, il n'y a qu'un pas. Donc je crois qu'effectivement, là, vous avez absolument raison. En réponse à cela, je dirais malgré tout, on peut sortir de cela. Après tout, on est sorti de la guerre de 30 ans et on a sorti de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Et mais demain, comment vous en sortez? Non, mais là, mais comment on peut s'en sortir? Je veux dire, c'est par la conscience citoyenne aussi. Hein. Je veux dire, effectivement, comment notre situation n'est absolument pas aussi dramatique que la situation en 44-45. Déjà, prends cela en compte. Prends le fait qu'effectivement, il y a eu hier, malgré les résultats qui ne sont pas tout à fait satisfaisants, voire pas du tout satisfaisants, plus de participation aux élections, etc. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, on puisse dire aussi que la citoyenneté n'existe qu'à condition qu'elle soit active. Hein. Active, voilà. Il n'y aura pas de réponse miracle. On a des ressources. Et ce livre-là, qui est un appel, et en même temps, cet appel n'est pas du tout pour simplifier les choses, supprimer la complexité et de dire, voilà, effectivement, il y a une solution magique. On ne sera pas dans cette solution magique. Il faudrait qu'on intègre énormément de choses, y compris tout ce qui a été dit. Je reviendrai sur, effectivement, le néolibéralisme, la condition écologique, etc. Donc, il faudrait qu'on intègre tout ceci de toutes les manières. Mais sachons aussi que nous ne sommes pas la première génération, et c'est là qu'une dimension historique intervient, nous ne sommes pas la première génération d'humains à faire face à des situations aussi dramatiques. Mais vraiment, prenez les années 1920-30, qui viennent après la Première Guerre mondiale, et où la distinction entre la violence de l'État, la coercition de l'État et la violence révolutionnaire disparaît, où vous avez des bandes, des structures mafieuses, comme dirait Hannah Arendt, que le régime totalitaire, c'est une organisation, c'est une société secrète œuvrant au grand jour. Et vous avez une société secrète œuvrant au grand jour qui s'empare de pouvoir.
Donc voilà, rappelons-nous aussi tout ceci. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand j'ai dit qu'on a énormément de ressources, y compris aujourd'hui, y compris le fait qu'on puisse discuter aujourd'hui ici, tout ceci, ça signifie effectivement qu'on peut effectivement aller sortir transformer nos moments de crise en moments d'invention de solutions qui seront au pluriel. Mais pour le reste, c'est vrai que je n'ai pas de réponse facile. Concernant la question que vous avez posée, effectivement, le globalisme, le capitalisme néolibéral, l'informatique, le climat, je suis absolument d'accord avec vous que là, il s'agit des choses extrêmement... c'est des mastodontes quand même. Hein. Et de l'autre côté, dans ce livre-là, je cite aussi Sainte-Beuve, qui en 1831 dit « Tout est fichu ». L'industrie a investi la culture, elle l'a faite à sa manière, et son cri final est inquiétant, la librairie se meurt. 1831. Là, je viens de terminer un petit livre de Paul Valéry sur la question de l'intelligence, un texte de conférence prononcé en 1935, et vous avez exactement le même discours que vous venez de tenir. 1935. Et il pose d'ailleurs aussi la question de l'écologie. À sa manière, dans ses termes, puisque le terme n'existe pas. Mais voilà, effectivement, la dépendance par rapport à un monde qui est devenu un monde de mouvement permanent, les facteurs externes, la culture qui a été détruite, la dépersonnalisation de la politique, la dépersonnalisation de l'économie. C'est comme si effectivement il n'y avait plus d'instance de décision, comme si tout ceci était un mouvement. Et Paul Valéry dit, effectivement, tout est fichu. Voilà, donc je dirais que chaque fois qu'on est dans cette obscurité, introduisons une dimension historique. Or, on sait que dans les années 1935, la situation était dramatique, mais l'Europe a connu une fois de plus les années 60-70, qui, à l'époque, pour nous, ça nous paraissait extrêmement inquiétant et sombre, voire on pensait que Willy Brandt, etc., étaient des hommes de système. Mais voilà, vous avez eu quand même des moments de transformation. Donc, c'est pour ça que je dirais qu'il faudrait vraiment peut-être que être un peu, prendre des distances par rapport à ces situations dramatiques dans lesquelles on est. Je ne le lis absolument pas, et le livre insiste dessus. On n'a pas le luxe, disons, effectivement, d'un monde, d'être optimiste par rapport à un monde qui sera vraiment un monde de tolérance, d'ouverture, etc. Mais quand vous regardez l'histoire, une fois de plus, vous êtes dans des constantes. Et cela m'amène aussi à votre question. Que faire, effectivement, sans la critique du néolibéralisme? Le problème, c'est que la critique du néolibéralisme, la gauche ne le fait pas assez. En tout cas, depuis une bonne vingtaine, depuis le moment de Tony Blair. Hein, voilà, je crois que, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, voilà, l'adhésion de la gauche au néolibéralisme, c'est Schröder et Tony Blair, qui ont lieu d'ailleurs au même moment. Non? Quand la gauche renonce à faire cette critique du néolibéralisme, qui le fait? Eh bien, Trump. Trump l'a fait à sa manière, d'une manière extrêmement brutale, en disant qu'il y a des ennemis de l'extérieur, notamment de la Chine, et puis de l'intérieur, voilà, effectivement, les femmes qui travaillent. Il y a le chômage parce qu'il y a les femmes qui travaillent. Parce qu'il y a l'immigré. Non, mais soyons attentifs. C'est l'immigré qui vient nous prendre notre boulot. Quand, effectivement, une gauche démocratique n'arrive pas à formuler cette critique, se faire entendre, cette critique peut être faite par la brutalité, voilà. Et dans les années 20 et 30, vous aviez aussi ça. Voilà. Le discours de Mussolini, c'est aussi ça. Le discours, Hitler n'a pas ce même discours, mais pour Mussolini, il est évident. Il est évident qu'effectivement, voilà, la France qui est responsable, la France qui vole notre démographie, et pour résoudre le problème, il ne faut pas que les femmes travaillent. Il ne faut pas qu'il y ait des immigrés, même si à l'époque, l'Italie n'était pas un pays qui appelait des immigrés. Donc, vous pouvez avoir ces formes de perversion contre lesquelles il faudrait qu'on soit effectivement extrêmement attentif. Et peut-être qu'il faudrait qu'on reconnaisse aussi une citoyenneté qui s'adapte au néolibéralisme aussi facilement. Voilà, ne peut être qu'une citoyenneté assez limitée, en tout cas inconséquente. Donc là aussi, la question c'est
comment regagner la capacité d'être acteur. Voilà, non pas un actant, ça veut dire qu'effectivement, c'est le fatalisme, je ne peux rien faire, mais comment redevenir un acteur. Hein? Il y a quand même des partis de gauche qui commencent à critiquer le libéralisme. Non, vous avez raison. Et les gens ne les suivent pas actuellement. Oui, mais c'est sûr, tout ça. Les gens ne les suivent pas. Bien sûr. Non, mais... Bien sûr, les gens ne suivent pas. Si vous parlez, après la vidéo ne va rien entendre, ça va être très compliqué. Je n'oublie pas votre question, mais je reviendrai. Non, je dis qu'actuellement, il y a quand même des partis d'extrême gauche et de la bonne gauche qui critiquent l'ultralibéralisme. Il y en a même qui ne sont pas forcément de gauche-gauche, qui commencent à critiquer l'ultralibéralisme. Oui. Mais personne ne les suit. Enfin, bon, on les entend. Ils n'ont pas vraiment des tribunes et on voit bien que dans les élections, ils ne sont pas suivis. Voilà. Oui, non, je pense qu'effectivement la critique... voilà. C'est un problème actuellement. Oui, je pense qu'il va falloir longtemps avant que... Il va falloir longtemps. La critique du néolibéralisme, commence effectivement à se faire légitime. Je crois que ça, c'est une question très importante, hein, à se faire légitime au-delà des milieux de gauche. Hein, donc, parce qu'effectivement, je crois que beaucoup s'en prennent en compte désormais, voient très clairement, comme la question climatologique. Hein, donc voilà, effectivement, prendre en compte ce qui est exposé, nu, devant les yeux de tout le monde. Après, je pense qu'effectivement, il y a peut-être deux problèmes. Le premier, vous l'avez souligné, l'absence de plateforme, de discussion, voilà. Des plateformes, quand je dis plateformes intergénérationnelles, intergenres, interclasses, interterritoriales, donc vraiment des plateformes qui dépasseraient les lignes de clivage partisan. Et la deuxième chose, c'est qu'on l'a vu déjà en Grèce, hein, donc en 2010-2011 jusqu'à aujourd'hui, les sociétés européennes sont des sociétés qui se considèrent ou se pensent comme des sociétés de classe moyenne, avec beaucoup de rêves, d'aspirations, etc. Et de l'autre côté, beaucoup de peur. Et donc, du coup, le statu quo s'impose in fine. Et ce qui explique qu'en Grèce, la crise de 2008 et ce magnifique dynamisme, certes, ont permis de renouveler l'élite politique, mais finalement, n'ont pas pu changer grand-chose. Et le résultat, voilà. Donc, non, je pense qu'effectivement, là aussi, c'est le deuxième point. Effectivement, comment les classes moyennes vont pouvoir agir dans l'avenir, comment faire disparaître cette peur, hein, qui est devenue pratiquement une peur ontologique, hein, habitant nos sociétés, disparaissent. Hein. Mais vous avez raison. Voilà. Non, votre question, vous avez tout à fait raison. La première guerre mondiale, non, déjà la guerre de Crimée, la guerre franco-prussienne, la première guerre mondiale, la deuxième, etc., Hiroshima, c'est quoi? C'est l'usage massif de la science soustraite à toute critique. Voilà. Mais soustraite à toute critique. Je crois qu'effectivement, parmi les épistémologues, il y a ce débat qui continue. Est-ce qu'on peut envisager une scientificité qui ne sera pas technique, opérationnelle, mais qui serait profondément articulée à l'éthique et à la philosophie? Je crois que là, c'est une question qui se pose. Moi, j'ai deux questions qui me tracassent en t'écoutant. La première, qui me paraît très importante, c'est celle, au-delà du drame syrien, du lien absolument indissociable entre guerre et décivilisation. Je me souviens, il y a des années, j'avais travaillé sur les nouveaux historiens allemands qui relisaient la Shoah avec les archives nouvelles. Et ils montraient très bien qu'il n'y avait pas un chemin direct qui allait de Mein Kampf à Auschwitz. Que c'était passé par un phénomène long de radicalisation, mais dont le déclencheur avait été la guerre. Jusqu'à la guerre, il n'y a pas de projet génocidaire absolument clair et affirmé par la direction nazie. On le sent comme un projet flou. C'est la guerre qui rend le génocide possible. Voilà, ça c'est une première question, parce que ça me paraît être présent dans le livre, mais je me demande si ça ne pourrait pas être développé. La deuxième chose, c'est... Bon, moi je suis comme toi, j'ai répété pendant des années, nous ne sommes pas dans les années 30. Et c'est évident que nous n'y sommes pas. Il ne va pas y avoir une prise du pouvoir d'un parti totalitaire par la violence autour de nous. Il n'y a pas de guerre mondiale en vue. Il n'y a pas de génocide en vue. On n'est pas dans quelque chose qu'on peut comparer avec les années 30 du XXe siècle.
Du génocide, j'entends 60 millions de morts, c'est de ça que je parle. Hein. C'est plus qu'un génocide, c'est un génocide multiple, quoi. Cela étant dit, je trouve qu'à force de répéter ça, comme tu le fais, comme je l'ai fait, on en vient peut-être à sous-estimer le danger actuel de ce qui va se passer dans les années 30 du 21e siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde, je ne veux pas faire glisser la discussion sur les résultats d'hier, c'est pas l'objet, mais quand même, il n'y a que 4 pays où les populistes, l'extrême droite, etc., reculent. Dans tous les autres, ils progressent. Et pas seulement ils progressent, ils s'enracinent. Moi, ce qui m'a fait frémir hier soir devant ma télé, c'est pas le chiffre du FN. Le chiffre du FN, à la limite, il était même inférieur à celui de 2014. Mais c'est 70% d'ouvriers. 70%. Pas d'ouvriers. Excusez-moi. 40%, je mélange ouvriers employés. 40% d'ouvriers qui votent FN. De ceux qui votent, évidemment. Et les jeunes, il y a un fort vote écologiste, mais tout de suite après, c'est le vote FN qui arrive. Et une espèce de consensus qui se répand sur l'immigration. Enfin, je veux dire, on sent quand même que quelque chose est en train de mûrir, que la mayonnaise, comme on dit, enfin, le mot n'est pas joli pour ça, elle est très brune, quoi. Mais elle est en train de prendre. C'est-à-dire, je me demande si, au fond, répéter on n'est pas dans les années 30, ça n'a pas de risque de sous-estimer vraiment le phénomène auquel on est confronté à l'échelle de toute l'Europe, mais en fait du monde, parce qu'il y a aussi Bolsonaro, il y a aussi Modi qui vient de remporter une victoire éclatante, il y a aussi, comme tu le disais, Erdogan, il y a aussi Poutine. Poutine a gagné... Et il est devenu président en faisant la guerre en Tchétchénie. Et il continue à l'être en faisant la guerre en Syrie, en annexant la Crimée. Il y a quand même des phénomènes là qui méritent qu'on soit vraiment très vigilant, quoi. Non, je partage tes inquiétudes et je commence peut-être par cette deuxième question. Alors, je pense que deux réponses qui peuvent être mentionnées, c'est la réponse de Umberto Eco. Voilà, quand il disait que les fascismes des années 2000 n'auront peut-être rien à voir avec les fascismes des années 1900. Et Timothy Snyder, malgré tout, dans ses appels à défendre la démocratie, autrement dit, ce n'est pas parce qu'on ne ressemble pas aux années 1920 et 30 qu'il n'y a pas de continuité. Voire une partie de ces continuités remonte jusqu'au 19e siècle. Au 19e siècle, vous avez à la fin du 19e siècle, et je crois que Raymond Aron l'avait très bien vu, il n'était pas le seul, à la fin du 19e siècle, vous avez ce glissement très net des idées, cette réappropriation, des idées révolutionnaires par la droite. À partir de 1870-80, cela devient assez clair. L'Allemagne, à mon avis, bismarckienne, c'est une expérience de révolution nationale et révolution conservatrice. Donc, cette idée que la révolution est nécessairement émancipatrice disparaît. Cette idée que la lutte des classes n'est pas... La lutte est là, la lutte est vitale, la lutte est absolument centrale, le moteur de l'histoire, mais ce n'est pas entre les classes, mais entre les nations. Et Engels en est très conscient dès 1895. Hein. Donc, voilà, je crois qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a des continuités qui remontent jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc dire qu'on n'est pas dans les années 1920-30, cela ne signifie absolument pas qu'il n'y a pas de continuité. Après, effectivement, aujourd'hui, dans les sociétés européennes, je ne vois pas du tout qui se lancera dans un programme de revanche sur la Deuxième Guerre mondiale. Les facteurs internes, les facteurs de conflictualité violente interne, à mon avis, ne sont pas là. Et c'est pour ça que je pense que les modes de domination qu'on risque d'avoir de la part de ces gouvernements d'extrême droite ou qui pourraient incorporer l'extrême droite, ce serait la question des minorités, la question de l'immigration, la question de l'identité, autrement dit une identité extrêmement crispée, une identité qui imagine une origine authentique et qui fixerait cette origine aussi en horizon, une politique antiféministe, anti-femme, parce que cela porte toujours sur la question de
du corps de la nation. Hein. Je veux dire, effectivement, on passe immédiatement du corps de soi vers le corps du collectif. Or, qui incarne le corps du collectif? C'est la figure féminine. Hein. Donc voilà, effectivement, la notion d'honneur, la nation, honneur, femme, etc. Donc j'ai l'impression que les sources d'inquiétude sont là, mais peut-être qu'effectivement, il faudrait qu'on pense notre 21e siècle avec les dangers qui lui sont propres, même si tout ceci, malgré tout, s'inscrit aussi dans une généalogie. Voilà. Je ne peux pas du tout imaginer aujourd'hui qu'on puisse utiliser Maurras, Charles Maurras, dans des rapports avec l'Allemagne. La nation est composée de ses morts. Et la nation doit venger ses morts. Sans doute pas. Et de l'autre côté, je peux imaginer effectivement la nation maurassienne comme une nation organique, totale et fermée. Et concernant la première question, je pense que l'un des points qui mettons vraiment chez les penseurs d'avant le traité de Westphalie, c'est qu'ils ne font pas la distinction entre la violence et la guerre. Il y a une sorte de continuité, et je comprends de plus en plus en observant le monde arabe que peut-être qu'effectivement la distinction juridique qu'on a introduite avec la Westphalie entre la violence et la guerre n'est pas une distinction pertinente. Et ce n'est pas du tout par hasard d'ailleurs que Simone Weil, la philosophe, rappelle que la guerre externe est systématiquement et inévitablement une guerre aussi interne, une violence interne. Et je dirais que dans le cas de l'Allemagne, on observe, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement, sans la Deuxième Guerre mondiale et sans doute sans le front russe, le génocide n'aura pas existé ou n'aura pas pris cette dimension. Et de l'autre côté, là aussi, je me rappelle effectivement de ces travaux de Mauss sur la brutalisation des sociétés européennes. Cette image de l'empire perdu, le Deuxième Reich disparu, orphelin d'empire, cette image que le père qui assurait une socialisation militarisée de la masculinité n'est plus là. Cette image que l'Empire, en tant qu'organisateur de la violence en interne, mais aussi planificateur de la violence en externe, a disparu. Et donc je crois qu'effectivement, tous ces facteurs-là, malgré tout, intervenaient de manière très musclée, non pas dans le génocide, mais définitivement dans la guerre, dans la préparation de la guerre, dans le fait que finalement la société allemande a baissé les bras devant Hitler. Et une fois qu'effectivement le front russe s'est déclenché, je crois que la radicalisation n'est pas la défaite de Stalingrad, hein, parce que le génocide commence tout de suite après l'ouverture du front russe. 22 juin. Voilà, absolument. D'autres questions? D'autres remarques? Il nous reste 10 bonnes minutes. Oui? Merci. Concernant le Moyen-Orient, qu'en pensez-vous de cette ivresse, je dirais même hystérique, de la part de l'Arabie saoudite? J'entends par là ce prince éteint de l'hubris et qui pousse à la guerre dans une obsession incompréhensible, compréhensible pour un psychiatre, contre l'Iran, qui se défend, en évoquant probablement un héritage idéologique qui remonte à la guerre civile qui a présidé à la création de ces deux écoles, enfin deux tendances, le chiisme et le sunnisme. Et ce monsieur MBS, est-ce qu'il a conscience que déjà ce Moyen-Orient est un champ de ruines, et ce champ de ruines ne lui suffit pas? Enfin, je ne sais pas, moi, je n'arrive pas à saisir la logique de cette hystérie. J'arrive pas, si vous pouvez m'éclairer. Soutenu par le Je précise que Hamid a beaucoup de compétences, mais il n'est pas psychiatre. Hein, donc, je ne suis pas psychiatre. Si vous lui demandez d'expliquer psychiatriquement MBS...
Oui, non, je vais répondre sans pouvoir répondre, juste quelques éléments peut-être, mais peut-être que tu pourras répondre mieux que moi à cette question. Non, quelques éléments. Je crois qu'effectivement, il y a cette idée de se répondre. On vit aujourd'hui en Arabie Saoudite 2 ou 3 processus simultanément. Un premier processus, c'est le processus de reconstitution de la dynastie autour d'une seule branche, des Soudaïri, voire autour de MBS lui-même. Donc cette idée de la dynastie refondée. Et la dynastie refondée doit être refondée par un épisode légendaire. Donc ils font là une victoire. Il faudrait que cette victoire, comme la double fondation ancienne de la dynastie saoudienne, soit ancrée à la fois dans l'espace, mais aussi dépasse l'espace. À ton avis, le découpage de Khashoggi en tranches n'est pas un épisode légendaire? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Là, en plus, que je pense que ce n'est pas lui qui a donné l'ordre. Hein, donc, voilà. Non, mentalement, je ne suis pas tellement certain qu'il soit stable, mais voilà, je crois qu'effectivement, voilà, il y a eu une surenchère. Hein. Donc là, c'est le premier processus qui intervient et qui me paraît très important. Un deuxième processus qui intervient, c'est cette idée de chiasme sur lequel j'ai insisté. Donc voilà, effectivement, cette idée que le Kairos peut défaire ce que Chronos a fait. Donc la volonté, ma volonté d'homme de 32 ans, qui se veut refondateur de dynastie, suffirait à défaire ce que l'histoire post-Qadisiyya 636 a constitué. Et donc là, je crois qu'effectivement, il y a une erreur de lecture qui me paraît vraiment assez inquiétante pour l'avenir. Et puis, il y a un troisième élément qui intervient là aussi, je crois que c'est les historiens, enfin, je veux dire, les politistes n'ont pas beaucoup travaillé sur ça, c'est qu'on est en face d'une expérience qui ressemblerait un peu à l'expérience bismarckienne au XIXe siècle. Autrement dit, je me constitue en nation en tant que nation armée. Donc j'invente le citoyen et j'invente l'armée et le citoyen militarisé simultanément. Et cela éventuellement comme la première pièce d'une construction arabe qui irait bien au-delà de l'Arabie saoudite en tant que telle. Donc voilà, je crois qu'il faut prendre ces éléments-là en considération. Mais il y a une dimension révolutionnaire, mais vraiment comme une révolution conservatrice qu'on a pu voir en Allemagne bismarckienne après 1870. Mais Rami, tu insistes beaucoup dans le livre, et tu l'as fait à nouveau, sur les continuités historiques. Dans le cas du conflit ou du face-à-face entre l'Arabie saoudite et l'Iran, on est dans quelque chose qui est dans la longue histoire. Parce que moi, je me souviens, quand... l'Iran était dirigé non pas par les mollahs, mais par le Shah d'Iran, qui était un allié fidèle, s'il en était, des États-Unis. Les Saoudiens ne supportaient pas qu'on l'appelle le gendarme du Golfe. Oui. Il y avait quelque chose, il y a un affrontement, non pas chiite-sunnite, mais un affrontement de grande puissance pour l'hégémonie régionale. Pour l'hégémonie régionale. Mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, cela a gagné une autre dimension. Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, la projection de l'Arabie saoudite comme nation ne faisait pas sens. Alors qu'aujourd'hui, c'est très clair. Hein. Mais pour le reste, je crois que tu as raison. Et du côté saoudien, du côté iranien, le discours est très inquiétant. Hein. Je veux dire, le discours de Ahmadinejad et surtout les discours des 10 dernières années de Khamenei sont des discours, allez, ne disons pas racialisants, mais ce n'est plus l'islam. C'est la persianité. Le persan comme les 10 dernières grandes langues, les 10 grandes langues de l'avenir. Il faudrait que les étrangers apprennent le persan. Parce que, voilà, y compris dans le domaine économique, parce qu'effectivement, le persan déterminera l'avenir. Voilà. La Chine le fait aussi, mais bon, la Chine a un autre point. La Chine oblige les étrangers qui travaillent avec elle d'apprendre le chinois, tout en eux, ils apprennent quand même l'anglais. Non, je veux dire, ce discours, il faudrait vraiment lire le discours de MBS et le discours de Khamenei qui est 3 fois plus âgé que lui, dans le même miroir. Oui, monsieur. Droit de suite. Et après, on passe là-bas, oui.
La seule différence déjà entre Bismarck et MBS, c'est que Bismarck avait la capacité de produire lui-même ses armes. Ben, bien sûr. Et il disposait d'un groupe de recherche qui n'a rien à voir avec d'une rationalité absolue. Oui. Voilà, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'effectivement, il y a cette dimension kiliastique. Hein. Et je termine en disant aussi que l'Empire perse n'a rien à voir avec les Bédouins de l'Arabie. Je dis franchement, quand la Perse, la dynastie a pris le pouvoir en 539 à Babylone, il y avait derrière cette dynastie quelques centaines d'années de civilisation avec un grand C. Oui. Je ne surexagérerai pas la rationalité persane non plus. Hein. Je me méfierais vraiment des deux. Et en plus, c'est plus Ahmadinejad. Sans micro. C'est plus Ahmadinejad. Sans micro, là, c'est... Ça a changé quand Khamenei. Khamenei. Bon, alors, pas psychiatre, mais peut-être prophète, quels sont tes pronostics à court terme? Par rapport à... Ben, au débat sur lequel nous nous épuisons depuis quelque temps. Non, oui, d'une manière générale ou sur le monde arabe hein? Non, sur la situation, partant de ce qu'on observe au Moyen-Orient, et éventuellement ses répercussions sur l'ensemble. Non, là, vraiment, je veux dire que ce sera très, très difficile de faire une projection dans l'avenir. Beaucoup de choses dépendront de l'évolution des trois pays. Hein. Donc, dans cette configuration, il se peut que l'Arabie saoudite ne puisse pas intervenir beaucoup, parce que l'Arabie saoudite veut la guerre, mais une guerre que Israël et les Américains feraient. Hein. Donc, voilà, parce qu'effectivement, comme vous avez dit, l'Arabie saoudite n'a pas cette ingéniosité hein, donc, pour mener la guerre elle-même. Donc, je dirais qu'effectivement, beaucoup de choses dépendront de l'évolution en Turquie, en Russie et en Iran, et les rapports bilatéraux qui existent entre chacun de ces trois pays-là. Comment ils vont... est-ce qu'ils l'entendent qu'ils ont négocié pour le moment en Syrie, ça va se maintenir ou non? Est-ce que le conflit entre Ankara et Washington, qui est un conflit absolument sérieux, va se solder sur une nouvelle entente, mais dans ce cas-là au détriment de la Russie? Quelle sera la réaction de la Russie? Est-ce que l'évolution de l'Iran lui permettra, parce que l'Iran effectivement a pu mener avec beaucoup de cynisme, mais aussi beaucoup de rationalité jusqu'à maintenant sa politique interne et externe. J'ai l'impression qu'il y a un épuisement de cette rationalité. Donc quelle sera la stratégie de l'Iran? Quel sera l'avenir de l'Amérique? Parce que j'ai l'impression que l'Amérique dispose encore d'énormément de ressources de radicalité interne. Et je crois que les politiques étrangères sont aussi liées par cette dynamique de radicalité interne, mais il est tout à fait imprévisible. Je veux dire, Trump est tout à fait imprévisible. Je veux dire, demain, il peut adopter une autre politique. Alors, je dirais tout simplement, je rappellerai tout simplement ce qu'il disait la Boétie. Hein. La Boétie disait « Les méchants entre eux peuvent devenir complices, mais jamais amis ». Voilà. Donc, effectivement, il y a énormément de complicité aujourd'hui, mais ces complicités peuvent ne pas fonder des amitiés durables. Voilà. Donc, nous avons la confirmation que les historiens préfèrent prédire le passé que l'avenir. Et encore, ce qui est difficile aussi. Et c'est très difficile. Merci infiniment, Amit, et bravo. Merci à vous.